RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le journal. À la une, cette alerte des autorités sanitaires. Reprenez les masques, le Covid est toujours là et les cas augmentent de jour en jour. 34 contaminations depuis le début de la semaine. Le corridor Dakar-Bamako, source d'inquiétude au-delà de la dégradation de la route. Les transporteurs disent craindre pour leur sécurité. Ils interpellent les deux États. Contrôle des parrainages en vue de la présidentielle de février. Un expert en système électoral remet en cause le fichier utilisé par le Conseil constitutionnel. Le dit fichier, aux yeux de Bakar Ndiaye, n'est pas fiable et il demande des explications au ministère de l'Intérieur. Dans ce midi, un commentaire donc celui de Babacar Fall suite à la sortie du chef de l'État sur le travail des médias sénégalais. Pas que, car ces derniers temps, le président Sall a pris plusieurs décisions qui méritent qu'on s'y arrête. Retransmission des médias, des matchs plutôt de la CAN 2023, la RTS juge toutes les exclusivités jusqu'à l'installation des fan zones. Ce n'est pas normal aux yeux de Ali Mané. L'homme d'affaires a d'ailleurs déposé une plainte contre la RTS et la société SMD pour abus de pouvoir. Georges Diop sera avec nous pour les actualités internationales. Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse. Le journal de la CAN à J-3. Rendez-vous plutôt avec Pape Malik Diaw juste après cette session d'information. Bienvenue à tous. Abdoulaye Diop est à la technique. D'abord, cet expert en système électoral qui déclare qu'il y a une nébuleuse autour du fichier utilisé par le Conseil constitutionnel pour le contrôle des parrainages. À en croire Bakar Ndiaye, le fichier n'est pas fiable et le ministère de l'Intérieur doit s'expliquer sur cette situation. L'expert propose d'ailleurs des concertations sur la question liée au fichier électoral en vue d'un consensus. Bakar Ndiaye au téléphone avec Eladji Ndiogoudienne. Le Conseil constitutionnel sort des rapports pour nous dire que des personnes détenant des pièces avec des données électorales derrière et que ces dernières-là ne figurent pas au niveau du fichier électoral, ça ne trouve aucune logique qui pourrait expliquer ces cas de situation. Et là, je dis que avec le communiqué que la Sénat nous a sorti, vraiment, ça confirme effectivement ce qui se passe. Si la Sénat nous dit qu'elle ne dispose pas d'un fichier consolidé, c'est-à-dire qu'elle n'a à sa disposition que le fichier des législatives de 2022, ce qui veut dire qu'actuellement au Sénégal, il n'existe pas un fichier consolidé pour la présidentielle. Et c'est ce même fichier qui devait servir pour le parrainage. C'est une véritable nébuleuse. Moi, je parle de cette logique, compte tenu de ce que nous savons faire concernant le contrôle du parrainage. Le cas que le Conseil constitutionnel est en train d'expliquer ne peut provenir que d'une seule procédure utilisée au niveau du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire le contrôle s'est effectué sans fichier électoral entre les parrains. Parce que le Conseil constitutionnel ne pourra jamais expliquer que des personnes qui se trouvent dans ce fichier avec des cartes d'électeurs bien répertoriées dans le dernier fichier électoral ne puissent pas se trouver dans le fichier sans qu'il y ait, lors de la révision des listes d'électeurs, sans qu'il y ait des modifications apportées à leur position, situation d'électeurs. Quelle est la solution face à cette polémique autour du fichier? Ce qu'il faudrait faire, il faudrait que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la DAF, présente à toutes les parties prenantes le dernier fichier consolidé et que ce fichier soit validé par toutes les parties prenantes. Ce que cela fait, bien sûr, après la validation des candidatures définitives. Effectivement, ce que ça fait. Après, c'est ce qui ne devait pas être. Parce que c'est ce fichier consolidé, sorti de la révision des listes électorales, qui devait être mis en ligne pour le parrainage et la présidentielle. Le Conseil constitutionnel nous sort un fichier qui n'est pas du tout fiable. Bakar Ndiaye, expert en système électoral, qui remet donc en cause le fichier utilisé par le Conseil constitutionnel pour le contrôle des parrainages. Il répondait aux questions d'Eladji Ndiogoudienne. En tout cas, c'est fini le parrainage. 21 candidats ont validé. Plus que quelques jours donc pour la publication de la liste définitive, mais vraisemblablement on devrait se retrouver avec plusieurs candidats, une dizaine apparemment. Alors question, dans ce cas de figure, à qui cela devrait-il profiter, majorité ou opposition? Mohamed Ali Mouba. Au vu des forces en présence, Mamadou Sy Albert ne prédit rien pour personne. Les jeux sont ouverts et chacun peut en profiter. Mais tout dépend du vent de changement qui souffle sur la présidentielle. Mamadou Sy Albert est journaliste, analyste politique. Disons que l'avantage va se jouer au niveau de l'électorat. Quel est le candidat qui va incarner soit la préservation du pouvoir ou soit celui qui va incarner le changement. Un champ qui est ouvert, soit le candidat
appelle à la continuité, à avoir une majorité, ou soit c'est le pôle de l'opposition qui réclame changement. Ça va se jouer entre ces deux pôles, la continuité et le changement. Maintenant, il n'est pas une sensibilité intermédiaire entre la continuité et le changement, avoir quand même un espace d'expression et avoir et s'en sortir. Le journaliste Hassan Sam ne dit pas le contraire, mais estime que l'inflation de candidature profite généralement au pouvoir en place, mais à une condition. Celui-ci est de davantage unique, mais malheureusement aussi pour le candidat du pouvoir, il fait face à une opposition au niveau interne, pour ne pas dire des divergences qui voulaient un problème avec des désunions. Ça peut avantager le pouvoir, mais pas pour autant, parce qu'on a des élections particulièrement ouvertes où tous les camps sont plus ou moins éclatés, où effectivement, ce qui importe, c'est évidemment essayer de se positionner davantage, parce que ça, dans une éventualité de deuxième tour, parce qu'il me semble que le deuxième tour pourrait être inévitable dans des circonstances pareilles, où effectivement tous les camps sont éclatés. L'enjeu semble donc être le second tour, presque inévitable. Dans le cas contraire, la messe est dite dès le premier tour. Et selon Mamadou Sy Albert, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Depuis cette rébellion au sein de la structure des jeunes de l'Alliance pour la République du côté de Matam, une partie des jeunes s'est retrouvée au centre culturel de la ville pour fustiger le comportement du coordonnateur départemental accusé d'être à la merci du député maire des Agnam. Notre correspondant Ali Bandelnia a tenté justement de recueillir la version des mises en cause en vain. Correspondance. Ce sont des jeunes qui ont sonné la grande mobilisation au centre culturel régional de Matam. Suite à leur récente sortie pour condamner les événements de Bokidiawé lors du passage de la caravane de Farbangom en tournée départementale, ces jeunes de l'APR qui ne décolèrent pas tirent sur leur coordinateur départemental. C'est du Aliou Diallo de Nguidjilon, porte-parole du jour. Attaquant les responsables de l'APR dans le département qui contestaient les méthodes du député maire des Agnam, le secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation du parti APR ne respecte plus ses engagements, préférant diviser les responsables politiques de Matam, utilisant la COJER à des fins personnelles. Face à cette trahison, tout en étant conscient des enjeux actuels, nous appelons tous les jeunes du département à se rejoindre à nous pour sauver notre parti. Il s'agit de sauver la paix dans le département de Matam en promouvant la jeunesse matamoise et en défendant exclusivement les intérêts de notre parti. Nous condamnons également l'agression lâche et criminelle subie par le député maire de Bokidiawé. Nous exigeons que le parti et les instances nous prêtent une oreille attentive. Nous avons tenté de joindre les différents responsables de la COJER officielle, mais nos tentatives sont restées en tout cas pour le moment toutes vaines. A noter qu'à cette rencontre au centre culturel de Matam, les soutiens de Maître Malik Sall, Kalilou Wagé, Mamadou Eliman Khan et Souleymane Barkaba ont été fortement listés et fait relever par les orateurs. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Et puis des maires de l'opposition, membres du réseau des élus locaux du Sénégal qui apprécient positivement les avantages annoncés par le chef de l'État en faveur des maires. Cependant, ils s'interrogent sur le timing. C'est à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. Selon eux, le président Macky Sall devait prendre ses mesures bien avant. Oumou Soumdi. Abdoul Aziz Mbouch, maire de Nguyen, apprécie positivement la décision du chef de l'État de faire bénéficier les élus locaux d'un certain nombre d'avantages, mais selon lui, il ne fallait pas attendre la veille des élections pour engager l'État. Ce n'est pas seulement une question de salaire, une question d'indemnité. Moi, je juge même que c'est très insuffisant par rapport à ce que représente le maire, par rapport à ce que les attentes sur lesquelles le maire est attendu au niveau local. C'est la première autorité et il est toujours sollicité. Donc pour toutes les questions sociales, le maire est sollicité. Parce que ces questions structurelles, il faut les régler à temps et les régler d'une manière durable, pas d'une manière conjoncturelle et même avec même une certaine consolidation. Parce que c'est des mesures importantes, mais c'est des mesures à consolider dans le temps pour que ces mesures-là soient permanentes. Extrêmement important. Le maire de Dieuppeul Derklé, également membre du réseau des élus locaux, abonde dans le même sens. Mais pour lui, le problème des agents municipaux devait être une priorité pour le président de la République. Disant aujourd'hui qu'il s'agit de promotion de maires, d'adjoints aux maires, mais il s'agit de créer un environnement qui permet aux collectivités territoriales d'assumer la plénitude de leur mission. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des collectivités territoriales qui difficilement s'affranchissent. Et c'est ça la vérité. La revalorisation de la fonction publique. Mais qu'en est-il véritablement aussi de cette question ?
c'est un tout. On ne peut pas prendre en charge les préoccupations des maires et laisser en rade les préoccupations des agents qui font l'activité municipale. Nos deux interlocuteurs apprécient positivement la décision qui va permettre aux élus locaux de voir leurs indemnités revalorisées, mais jugent le montant insuffisant par rapport aux nombreuses sollicitations auxquelles ils font face. Oumou Kalsoumli, midi 10 minutes, nous en venons maintenant aux commentaires du jour. Macky Sall et sa dernière sortie sur le travail des médias sénégalais, pas que. Il y a aussi des décisions qu'il a prises ces derniers temps et qui méritent qu'on s'y arrête. C'est l'objet du commentaire de ce midi, commentaire signé Babacar Fall. La fin de règne de Macky Sall est catastrophique. Les actes qu'il pose et ses prises de parole sont devenus une calamité. Et du début à la fin de sa gouvernance, il n'a cessé son bashing sur les médias. Hier, lors de l'ouverture des assises de la presse francophone à Diamniadio, donc, devant les invités venus de l'étranger et devant toutes les caméras du monde, le chef de l'État sénégalais n'a trouvé mieux que d'humilier les journalistes de son pays. Et quelle impertinence de s'attarder sur le détail de comment on fait la revue de presse au Sénégal. Les enjeux et les défis de la presse sénégalaise, ils sont ailleurs. Enjeux et défis auxquels les gouvernements successifs de Macky Sall n'ont jamais accordé d'importance. Et puis le président Macky Sall est très mal placé pour critiquer la qualité de la presse sénégalaise. Il devait être plutôt le dernier à tenter de salir l'image des journalistes sénégalais. Dites-nous, qui était derrière Il est midi, ce journal qui passait son temps à insulter l'opposition à Abdoulaye Wade et les médias qui osaient critiquer le régime du PDS dont Macky Sall était un des pontes à l'époque. Macky Sall n'a-t-il pas contribué à l'affaissement de la qualité de la presse, lui et ses collaborateurs? Sur la plus de 50aine de quotidiens qui paraissent aujourd'hui au Sénégal, combien sont détenus par des responsables de l'APR ou de leurs alliés? Vous n'avez pas le droit de tuer la presse et de venir ensuite la critiquer. Et ce n'est pas que la presse qui est malmenée par les tenants actuels du pouvoir. Mais pourquoi cette tendance à maquiller le pays par la dénomination et autres rebaptisations de rues et édifices au nom de Macky Sall? Une avenue à Dakar, une rue à Saint-Louis, la nouvelle sphère administrative de Kaffrine, un boulevard à Tambacounda, tout porte le nom de Macky Sall. Et comble de cette mégalomanie et de ce narcissisme déplacé, Macky Sall vient de prendre un décret pour donner le nom de sa femme à l'hôpital régional de Fatick. Nos pensées à feu Macky Gassama, l'homonyme de Macky Sall, qu'il a élevé dans sa maison et qui en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Macky Gassama, élu 3 fois maire de Fatick, il mérite plus que Mariam Faye de porter le nom de cet hôpital. On n'a pas fini de nous en scandaliser que le zélé ministre de la Culture Aliou Sow décide de classer l'école Aliou Morboy de Foundiougne. Il décide donc de classer cette école dans le cercle restreint des sites historiques du pays parce que tout simplement Macky Sall y a fait ses études primaires. Mais vous vous rendez compte vivement la présidentielle du 25 février. RFM, la radio de toute l'actualité. Affaire des 5 commandos marins portés disparus en haute mer, les recherches se poursuivent, mais elles n'ont rien donné jusque-là. Selon les dernières informations, ces 5 commandos de la marine sont portés disparus depuis vendredi dernier à la suite d'une intervention contre un navire suspecté de trafic de stupéfiants. 7 membres de l'équipage ont pu être sauvés. Je vous l'annonçais, le Covid-19, en ce début d'année, les cas positifs sont de plus en plus importants. La première semaine de janvier, 34 cas ont été notifiés à la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur, donc, rappelle les règles d'hygiène. Nous l'écoutons avec Awambaye. D'abord, signaler que la Covid-19 n'a jamais disparu. Il y a eu une diminution significative des cas et que l'OMS même a levé l'urgence de santé publique de portée internationale depuis juin 2023, mais que les mesures qui étaient préconisées restent toujours valables, à savoir la surveillance régulière de tous les cas avec la notification immédiate à chaque fois qu'il y a un cas, mais également les mesures d'hygiène qui étaient préconisées restaient les mêmes, notamment le port de masque, également le lavage des mains. C'est des mesures, des restrictions qui n'ont jamais été levées par le ministère de la Santé. Et également la notification immédiate de tout cas, comme je l'ai dit, tant que bien sûr que les vaccins également restent disponibles et sont là. Donc aucune mesure n'a été levée.
Mais seulement, il s'est trouvé que nous sommes arrivés à un niveau extrêmement bas. Vous restez tout un mois ou 2 mois consécutifs sans même avoir de cas. Parfois, il y a 1 cas ou 2 cas. Mais maintenant, il s'est trouvé que depuis le mois de fin décembre, début janvier, il y a eu quand même régulièrement 1 ou 2 ou 3 cas qui sont notés et notifiés. Et que si on prend cette semaine, la semaine de janvier à début janvier de 2024, nous avons totalisé 34 cas positifs qui ont été signalés dans le pays. Les autorités sanitaires donc qui recommandent une reprise des masques. Le directeur de la prévention du ministère de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye. Le corridor Dakar-Bamako, les transporteurs qui disent craindre pour leurs activités, c'est à cause de l'insécurité et de l'état défectueux de la route. Ajoutez à cela la concurrence des bateaux étrangers. Plusieurs soucis évoqués lors d'un rassemblement à Yombol, Aminataba. Le mauvais état de la route et l'insécurité ambiante sur l'axe Dakar-Bamako sont les principales complaintes des transporteurs sur ce corridor. Mamadou Diop, chauffeur, porte leur parole. Nous faisons face à plusieurs difficultés sur la route, notamment la dégradation de cet axe routier et les agressions. Nous sommes tout le temps victimes d'attaques sur la route. Les malfaiteurs s'emparent de nos marchandises et plusieurs de nos camarades ont été tués. La concurrence déloyale des étrangers est une autre source d'inquiétude pour ces transporteurs. Selon eux, les bateaux ont mis à genoux le secteur du transport routier. Chérif Diop, transporteur sur le corridor Dakar-Bamako. Nous ne parvenons plus à gagner des marchés à cause des bateaux étrangers. Ils transportent aussi des marchandises vers la Côte d'Ivoire, Cameroun, entre autres. Cette concurrence est en train de tuer petit à petit le secteur du transport routier au Sénégal. Ces transporteurs de la sous-région demandent à leur ministre de tutelle, Mansour Faye, de régulariser le secteur du transport et de procéder à la tenue des assises avec toutes les parties prenantes. Aminataba, Kermessar, Radio Futur Média. L'émergence de Goudomp, une priorité pour les autorités de la commune. Plusieurs chantiers d'envergure ont été annoncés. 40 millions pour améliorer le réseau hydroélectrique, 30 millions pour construire de nouvelles routes, un lotissement de plus de 2000 parcelles et la construction d'un hangar sur la rive du fleuve pour accueillir les passagers qui viennent des 4 coins de la Casamance. Goudomp, vu sa position géographique, occupe une place stratégique pour le sud du pays. Bakary Konté. L'ouverture sur le fleuve Casamance fait de Goudomp un carrefour fluvial. La municipalité vient de construire un hangar pour les passagers. Vieux Malan Sissé est le maire de Goudomp. On l'a complètement repris. Je me réjouis beaucoup du travail que je viens de voir. L'entrepreneur l'a fait sans un sou en poche d'abord. Il est parti de ses propres moyens. C'est Kosebad, à qui je dis fondamentalement merci. Donc bref, Goudomp, à travers cette infrastructure, aujourd'hui est dans les dispositions d'accueillir les passagers fluviaux, les personnes aussi et leurs biens. 40 millions sont injectés dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Nous avons mis 20 millions dans l'eau, nous avons mis 20 millions dans l'électricité. Pour l'électricité, les 20 millions vont servir à éliminer les zones d'ombre dans Goudomp. C'était une ambition forte, hein? un Goudomp éclairé. Il faut l'éclairer. On a bien commencé, je suis satisfait de l'éclairage actuel, mais il reste beaucoup à faire. 11 km de voirie seront aussi réalisés. Cette année, la commune a mis 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA pour ouvrir 11 km de voies dans le lotissement 3. Je pense qu'il y a 8 voies qui ont été ouvertes et chaque voie fait au moins 1 km 200 ou 1 km 800. 2075 lots viabilisés pour permettre aux Goudompois de s'installer facilement. Ce qui est important qu'il faut noter, c'est que ce lotissement-là, à l'origine, c'était pour décongestionner Goudomp, l'ancien Goudomp. Les maisons aujourd'hui, moi je suis mon père, hein, et je sais que c'est pratiquement toute ma génération. Les gens sont entassés dans des maisons. Il fallait procéder à un autre lotissement pour permettre à cette génération-là, n'est-ce pas, de quitter les maisons familiales et de joindre leur propre maison. Vieux Malan Sissé, maire de Goudomp, promet de suivre tous ces chantiers jusqu'à leur réalisation totale. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Bakary Konté, Goudomp donc qui lance des chantiers d'envergure. Au même moment, la commune interpelle le gouvernement sur les travaux de construction du quai de pêche, du centre de formation professionnelle et de l'ENO, l'espace numérique ouvert. Toutes ces infrastructures sont en chantier depuis plus de 10 ans. Vieux Malan Sissé, le maire de Goudomp.
Les 2 projets que vous avez énumérés sont des projets qui ont commencé depuis bien longtemps, malheureusement qui jusqu'ici n'ont pas connu, n'est-ce pas, un terme d'achèvement des travaux. C'est le quai de pêche pour lequel je fais face. Et vous me donnez une belle tribune, n'est-ce pas, pour interpeller encore une fois, parce que je l'ai fait dans le passé, l'État du Sénégal, le ministère des Pêches et de l'économie maritime. J'interpelle les autorités de ce ministère-là de finir les travaux On me dit que mais il ne reste que la finition. Tant que la finition n'est pas finie, le bâtiment n'est pas opérationnel ou l'infrastructure n'est pas opérationnelle. Donc j'invite le ministère à faire cela. Pour le centre de formation, c'est pareil. Je pense que l'État, je me dis, est-ce que l'État n'a même pas abandonné ce projet-là? C'est pourquoi Goudomp aussi a d'autres alternatives, parce que l'État actuellement nous a demandé 4 hectares pour la construction d'un centre de formation aux normes internationales de modernité absolue. Nous avons délibéré les 4 hectares. J'ai dit à l'autorité, moi je reprends le centre de formation, je reprends les bâtiments, je reprends la surface et c'est destiné pour autre chose que les Goudompois vont voir très bientôt. L'ENO a un problème national, c'est pas Goudomp. Et là je pense que vous me donnez la belle occasion aussi d'interpeller le ministère de l'enseignement supérieur. C'est tous les ENO en construction au niveau du Sénégal qui sont bloqués, faute de moyens financiers. Je pense bien, j'ose espérer qu'en 2024 ce sera inscrit dans le budget du ministère. Donc j'invite le ministère de l'enseignement supérieur pour que cette question, qui est une question globale, il faut le reconnaître, puisse trouver une solution au grand bénéfice des populations. Vieux Malancy, c'est le maire de Goudomp. Fatick, ville propre, 800 agents de nettoiement vont être recrutés cette année. C'est dans le cadre du programme Xëyu pour le compte de la Sonaget. Les 300 jeunes recrutés depuis 2021 ont vu leur contrat prolongé de 3 ans. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du cadre de vie s'est rendu dans le Sine plutôt pour la signature des contrats. Aminata Goudiaby. En tenue de travail, ces agents du nettoiement de la Société nationale de gestion des déchets applaudissent et crient de joie. Recrutés en 2021, leurs contrats sont prolongés pour 3 ans. L'État récompense ainsi un engagement citoyen mais aussi patriotique. Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, du cadre de vie et de l'Hygiène publique, a procédé à la signature des contrats. Et nous avons profité de cette organisation pour mettre en œuvre cette instruction du président de la République de renouveler l'ensemble des contrats de Xëyu pour une période de 3 ans. Lorsque vous aurez les 3 ans, ça vous fera le deuxième contrat. Tous ceux qui auront bien travaillé, qui auront respecté les valeurs de l'État, en ce moment-là, au bout des 2 contrats, vous aurez un CDI. Le travail de terrain acharné que mènent ces jeunes fait des résultats satisfaisants. Les villes du Sénégal sont de plus en plus propres. Selon le maire de Fatick, Matarba estime que ce programme peut contribuer à pallier l'immigration irrégulière. Notre rencontre d'aujourd'hui va susciter encore beaucoup d'espoir pour vous, jeunes Sénégalais, sans complexe. Vous êtes en train d'être des héros. Au moment où vous nettoyez les rues, d'autres ont préféré prendre les pirogues. Mais je suis sûr que la meilleure solution, c'est la solution que vous avez adoptée. C'est rester au Sénégal et accompagner le développement économique et social. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du cadre de vie annonce le recrutement de plusieurs autres centaines de jeunes de la région. Abdoulaye Seydou Sow. Donc de 360 dans la région, vous irez à partir d'aujourd'hui à 1360 agents sur la région de Fatick. Les conditions de travail des techniciens de surface sont souvent difficiles. L'État promet des améliorations. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, je vous l'annonçais en titre, la CAN 2023 qui démarre dans 3 jours en Côte d'Ivoire. Et voilà que se pose déjà, ou à nouveau même, le problème des droits télé. Mais surtout celui de l'installation des fan zones dont la RTS revendique aussi l'exclusivité, sauf que cette fois-ci, l'homme d'affaires Ali Mané ne compte pas se laisser faire. Une plainte a été déposée contre la RTS et la société SMD pour abus de pouvoir. Un dossier réalisé par Anna Rocha. Après de longues années de bataille entre la RTS et les chaînes privées sénégalaises pour la retransmission des images, c'est peut-être la goutte de trop. L'installation de fanzones, marché très lucratif durant les compétitions officielles, fait maintenant l'objet d'une bataille entre hommes d'affaires. Ali Mané est député et s'active également dans l'événementiel. Les fanzones, c'est un regroupement de supporters à un lieu donné. Tu peux utiliser un signal télé, tu peux les regrouper en animation. C'est ça les fanzones. Et la RTS n'a aucun droit de dire aux Sénégalais ou à un Sénégalais, c'est moi qui donne l'organisation d'une fanzone à une société, tu dois le payer pour s'organiser. Regarde ce qui se passe dans les restaurants, dans les hôtels. Ils interdisent les gens dans les résidences privées, dans les résidences d'organiser ou bien de regrouper leurs clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas d'exclusivité de l'organisation de cette CAN. Le dossier que je vais vous envoyer de la CAF
de cet appel d'offres a été claire et nette. Mise en demeure par la société SD Consulting pour pratique délictuelle de vente de fan zone, il a décidé de porter plainte. On a décidé de porter plainte contre la RTS et son complice SMD. Tout d'abord, ils n'ont pas d'exclusivité et ils ont écrit des mises en demeure en calomniant sur ma personne et sur d'autres sociétés. Jusqu'à présent, on n'a signé aucun contrat avec aucune société. De deux, on a interpellé la CAF et on a interpellé le tribunal arbitraire sportif pour leur dire que c'est un abus de pouvoir que la télévision nationale sénégalaise est en train de faire avec ses complices, soit New World ou bien des gens de la CAF. Et il faut que ça s'arrête. Dans un communiqué publié sur Dakaractu, SD Consulting dit attendre de pied ferme cette plainte. Selon l'expert en droit des sports Pape Massata Diak, il est bien possible que la RTS ait pu acheter un package. Pour ce qui est de l'Afrique, très souvent, ils vendent les droits hertziens, ils vendent les droits satellites, les droits câbles, les streaming, les droits internet à une seule société. Et c'est aux diffuseurs de revendre ses droits. Mais dans le cas présent, je pense que la RTS a choisi de tout exploiter directement. Donc elle ne revend pas les droits, elle ne donne pas des second right à d'autres diffuseurs. Donc elle pouvait le faire. J'avais demandé ça lors de la Coupe du Monde en disant qu'il y a tellement de matchs qu'ils pouvaient partager certains matchs avec les autres diffuseurs privés. Et pour Ali Mané, le sujet est devenu tellement sérieux aujourd'hui qu'une commission d'enquête parlementaire mérite d'être mise sur pied. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détier. Merci Barthélémy Ngom. Nigeria, l'ex-gouverneur de la Banque centrale dédommagé. La haute cour d'Abuja a qualifié la détention prolongée de Godwin Emefiele d'illégale et a condamné le gouvernement fédéral à lui verser des dommages et intérêts. Abdoulaye Ndour. La haute cour d'Abuja a estimé que la détention prolongée de l'ancien gouverneur Godwin Emefiele est une violation des droits fondamentaux. Le gouvernement fédéral nigérian et l'agence anticorruption ont été condamnés à payer 100 000 €, soit 65 millions de francs CFA, à l'ex-patron de la Banque centrale du Nigeria en guise de dédommagement. Godwin Emefiele avait été arrêté au mois de juin par les services de renseignement nigérians, puis incarcéré. Il n'a jamais été présenté au tribunal. Ensuite, il a été finalement remis en liberté fin décembre après avoir versé une caution de 300 000 €, soit plus de 197 millions de nos francs. La haute cour d'Abuja a d'ailleurs précisé que Godwin Emefiele ne pourrait pas être arrêté de nouveau sans un mandat en bonne et due forme. La commission nigériane contre les crimes économiques et financiers a immédiatement fait savoir qu'elle va faire appel de cette décision. Au Mali, Georges Al-Hassan Abdul Aziz Mohamed, ex-membre présumé d'Al-Qaïda et d'Ansar-Din, va-t-il être condamné ou acquitté? Réponse la semaine prochaine, le 18 janvier plus exactement. La chambre de première instance de la Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi. Les avocats des victimes disent attendre le verdict avec impatience. Zanga Abdoulaye Ouattara. Le verdict sera lu en public et peut soit acquitter, soit condamner l'accusé. Pour le condamner, la chambre de première instance doit être convaincue que les charges qui pesaient contre Al-Hassan ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Cette décision est fondée exclusivement sur le droit applicable et sur les preuves produites et examinées au procès. Les parties auront le droit de faire appel du jugement devant la chambre d'appel de la CPI. La chambre de première instance 10 est composée de la juge présidente Antoine Kessiam Mindouade, la juge Tomoko Akana et de son homologue la juge Kimberly Prosto. Al-Hassan est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité prétendument commis à Tombouctou au Mali entre 2012 et 2013. Le procès dans cette affaire s'est ouvert les 14 et 15 juillet 2020. 52 témoins oraux ont été appelés par l'accusation à ce stade et 22 témoins de la défense ont comparu en salle d'audience. Les avocats des victimes dans cette affaire ont également appelé 2 témoins à témoigner. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Mali, toujours, l'armée a mené ce mercredi des frappes aériennes ciblant une base terroriste dans le cercle de Diéné, dans la région de Mopti. Selon le site Malijet qui cite des sources locales, les forces armées maliennes ont neutralisé un groupe terroriste dans le village de Koina, situé à 28 km de Diéné, dans la commune de Derari. En Grèce, au moins 2 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île de Lesbos. 18 autres ont été secourus selon les déclarations des migrants. Au total, 36 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Des recherches sont en cours sur l'île pour retrouver les 16 autres personnes qui, selon les autorités, se sont dispersées après leur débarquement. Le bateau gonflable en provenance des côtes turques s'est échoué sur les côtes est de Lesbos, poussé par des vents forts.
La guerre Israël-Hamas pour terminer, le secrétaire d'État américain poursuit au Moyen-Orient sa tournée avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie ce mercredi. Anthony Blinken a réaffirmé que les États-Unis soutenaient des mesures tangibles pour la création d'un État palestinien. De son côté, le président palestinien a déclaré que Gaza est une partie inséparable de l'État palestinien. Merci beaucoup Georges Diop. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. La fin des parrainages, 21 candidats passent le cap. Les candidats forcent le passage, énonce textuellement Sud Quotidien. Selon Vox Populi, ils sont 21 candidats sur les 93 à avoir survécu à l'épreuve du feu. Le journal Les Échos préfère parler de miraculés, mais qui sont-ils? Le confrère répond Diomaye Faye, Pape Djibril Fall, Aly Ngouille Ndiaye, Gakou, Idrissa Seck, Serigne Mboup, Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne, entre autres. Cependant, beaucoup sont passés à la trappe. Recalé, Mimi Touré, Maître El Hadji Diouf, Abdoul Mbaye, Souleymane Ndiaye, Bougane Gueye Dany, Dr Abdourahmane Diouf, tous out. Recalés et destin piégé, l'observateur s'est intéressé ce matin à la vie d'après de ces personnalités politiques abandonnées sur le carreau. Mon confrère qui analyse croit savoir que certains vont quitter tout bonnement la scène politique et contraints, forcés de faire leur bagage. D'autres vont se recycler. Souleymane Ndiaye, Abdoul Mbaye, Mimi Touré hors course. Le quotidien plonge au cœur de l'antre des candidats petits modèles. Sur ça, élargit le spectre et parle simplement de cimetière D dessus. En première page, les visages de Mimi Touré, Abdoul Mbaye, Bougane Gueye Dany, Amadouli Dakili, tous sont amers. Aminata Touré accuse d'ailleurs le régime qu'elle chérissait dans un passé récent d'avoir volé ses parrainages dans la région de Saint-Louis. Bougane Gueye Dany accuse, je cite, le système de vouloir se reproduire en éliminant ce qu'il appelle l'antisystème. Aly Ngouille, Mame Boye Diao, Boun Dionne, 3 rebelles du Macky qui ont validé leur parrainage vont inéluctablement arraché à Amadou Ba des électeurs qui, en temps de paix, allaient rester dans la besace du candidat. Bougane Gueye Dany éliminé, le journal Tribune qui fait alors dans ce qu'on appelle le complotisme. Le propriétaire de des médias qui édite le journal y voit un petit quelque chose. La main du pouvoir derrière son élimination. Les hommes du système passent, les antisystèmes trépassent. Bougane Gueye Dany lui-même pose fièrement aux côtés d'Ousmane Sonko et de Dr Abdourahmane Diouf en première page. Et il promet quand même de se battre pour dégager le système. Fin de citation. Pour Besbi les jours, cette rationalisation des candidatures par le filtre du parrainage a ses effets secondaires. 21 candidats sur les 93 seulement passent qu'à cela ne tienne. L'administration risque d'avoir fort à faire. Avec tout ce beau monde, le défi de l'organisation matérielle va se poser. 14 milliards CFA ont été décaissés pour organiser la présidentielle de 2019, mais là, c'était pour 5 candidats seulement. Pour 5 candidats seulement, la présidentielle 2024 risque de faire appel à plusieurs autres milliards. Mon confrère rappelle que ces 21 candidats ne sont pas définitivement admis. Ils n'ont passé qu'une étape, celle du parrainage. D'autres contrôles vont se faire et le Conseil constitutionnel est attendu le 20 janvier prochain pour produire la liste définitive des candidats devant briguer le suffrage des électeurs. La candidature de Diomaye Faye, l'autre bras droit de Sonko, va être particulièrement scruté. Enquête note que les recours des recalés ont peu de chances d'aboutir. La chance va-t-elle sourire à nos Lions qui remettent en jeu, vous le savez, le titre champion d'Afrique en Côte d'Ivoire? En tout cas, la bande à Sadio Mané a fini de rejoindre la Côte d'Ivoire, mais avant, Kalidou Koulibaly a reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. Et Macky Sall, pour doper les Lions, promet un cadeau éléphantesque aux Lions en cas de succès. Macky Sall et les Lions, le match de grandeur, le président de la République et la promesse d'une récompense inimaginable. Et ici, le qualificatif vaut son pesant d'or. Nous vibrerons au rythme de nos buts, au rythme de vos buts, a dit encore le président. Le journal Le Soleil, qui a fini de poser ses bagages à Abidjan, note que la capitale est déjà gagnée par la frénésie. La CAN réveille Yamoussoukro, la belle
tel endormi. Le journal note que l'équipe du Sénégal a pris ses quartiers, notamment hier à Yamoussoukro, terre natale de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis la disparition de ces derniers en 1993, cette ville qui fut avec ses bâtiments pharaoniques la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, c'est languie avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle sort petit à petit de sa torpeur chronique et retrouve des couleurs, l'ambiance des grands jours, note le confrère. Au rythme de la CAN, Sénégal, Maroc et Nigeria déjà sur place, le Cameroun attendu aujourd'hui au cœur de la CAN, Abidjan déjà gagné par la frénésie footballistique. Écho de la CAN, opération sécurité routière à Yakro, taximan charognard là-bas aussi, cambis clandestin. Le journal vous plonge au cœur de la vie à Yamoussoukro. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba, mesdames, messieurs, merci également à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Gomis, en nom d'Abdoulaye Diop, digital. Maïsambaï, réalisation et la Djunjo Goudien qui sera là tout à l'heure, donc à 13h pour le journal en Wolof, chef d'édition à Wambaï. Bonne suite de programme sur la RFM, tout de suite le journal de la CAN à J-3, une présentation de Pape Malik Diaw.